Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Portrait chinois. Alors aujourd'hui, nous allons parler du racisme anti-chinois, mythe ou réalité. Et pour essayer de répondre à cette question, nous recevons Sacha Lin Jung. Donc vous êtes l'ancien président de l'Association des jeunes chinois de France. Et vous êtes aujourd'hui responsable du pôle citoyenneté de l'ACRF, qui est l'Association des Chinois résidant en France. Bonjour Sacha. Bonjour Manuel Marianne. Alors, le racisme anti-chinois, vous, c'est un espèce de fil rouge dans vos activités associatives, parce que vous avez souvent levé votre bouclier contre des actes racistes, contre des Chinois ou contre des Asiatiques. Est-ce qu'on connaît déjà le nombre d'actes racistes envers la communauté chinoise ou plus largement asiatique? Parce qu'on le sait pour les actes racistes envers les Maghrébins, les actes antisémites. Est-ce que la préfecture tient des comptes à ce niveau-là? Elle a des comptes, mais qui ne reflètent pas du tout la réalité. En fait, on n'a pas de chiffres exacts ou officiels sur les actes à l'encontre des Asiatiques, que ce soit agression ou propos racistes. D'ailleurs, on l'a découvert. Oui, parce que pardonnez-moi, mais dans les actes racistes, effectivement, on englobe et les propos racistes, mais aussi des actes violents. Les agressions, le cambriolage ciblant des Asiatiques. Et ça, c'est un fait qui s'avère et se révèle au travers d'innombrables faits divers, témoignages, de l'écho dans les quartiers. D'ailleurs, c'est un fait qui a toujours été un peu ignoré par les associations antiracistes, par les appareils publics. Le racisme anti-asiatique, ça n'existe pas. Oui, alors il n'y a pas de plainte. Cela dit, c'est de moins en moins le cas parce que justement, vous faites un travail important dans ce domaine-là. Mais justement, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une hiérarchie dans la gravité que les pouvoirs publics ou que la population accorde en matière d'actes racistes, selon qu'ils sont commis à l'encontre de victimes d'origine soit maghrébine, soit africaine, ou asiatique, ou encore de confession juive ou musulmane? C'est-à-dire que, est-ce que les actes racistes envers les communautés asiatiques ne sont pas un peu considérés comme d'une moindre gravité, j'ai envie de dire? Oui, puisque le racisme anti-asiatique est un concept nouveau et que lorsque on le dénonce, il est souvent admis ou nié. Ça n'est pas du racisme, c'est une blague ou non, il n'y a pas de discrimination. Mais pour parler de hiérarchisation, oui, il y a une sorte de différence de traitement par le pouvoir public. De grille, peut-être pas de valeur, mais de grille de gravité. Ouais, Oui, parce que c'est lié à plusieurs facteurs. D'abord parce que ce phénomène est ignoré, à la fois par les pouvoirs, l'autorité compétente, mais surtout et d'abord ignoré aussi par les premiers concernés, les victimes. Beaucoup de victimes sont pas au courant qu'elles sont victimes ou qu'elles vivent des discriminations. Et là, il y a déjà un travail. Elles subissent sans comprendre la gravité de l'acte, en fait. Voilà, d'où la création du terme racisme ordinaire, racisme banalisé. Oui. Et au fur et à mesure des discussions, on se rend compte que des personnes avec qui je parle se rendent compte qu'en fait, elles subissent des discriminations, elles subissaient des discriminations sans le savoir. Est-ce que ce racisme, il est parfois considéré un petit peu comme un racisme d'une moindre gravité, parce qu'il est vu comme un racisme bon enfant un peu? Oui, parce qu'il est basé sur des clichés parfois ou le plus souvent positifs à l'égard des Asiatiques, où on est stéréotypé dans quelqu'un de bon en mathématiques, où les femmes... oui, au ping-pong, par exemple. On associe des termes, des idées qui sont pas répréhensibles, ou qui peuvent paraître même flatteuses. Vous êtes intelligent, vous êtes travailleur, vous êtes souriant, etc. etc. Mais ça assigne aussi, ça réduit aussi la personne. Ça reste un raccourci. Et pour les enfants, c'est très très limitant. C'est perturbant, oui. C'est-à-dire que des enfants qui sont nés en France, sans qu'ils s'en rendent compte, de parents chinois, voire même d'origine chinoise, puisqu'on a déjà les deuxième, troisième, quatrième générations d'origine chinoise en France. Pour les enfants, ça peut être perturbant, ça peut leur créer, sans dramatiser, mais des problèmes identitaires. Bien sûr, mon fils a vécu ça.
pour être très rapide, hein, ça se passe en maternelle, en moyenne section de maternelle, et il subit le rejet d'amis. Je lui demande comme tous les jours si ça s'est bien passé. Ce jour-là, pour la première fois, il me dit « pas très bien ». Et je lui dis pourquoi. Il ne veut pas parler, et puis je le sens très très perturbé. Il a 5 ans, hein, je rappelle. Il m'avoue très difficilement et en pleurant que voilà, on ne va pas jouer avec lui. On l'a qualifié de petit chinois plusieurs fois. Et donc je suis allé voir la directrice. Oui, le terme petit venant souvent accolé au terme chinoit. C'est pas que le terme, c'est aussi un rejet. On joue C'est pas la avec preuve toi. d'ailleurs qu'on n'est pas forcément petit quand on est chinois. Merci. Et donc j'ai pris une décision qui a été un tournant, je pense, dans la vie de cet enfant, mon fils, où le père prend la décision ou pas de faire quelque chose. Soit je le laisse vivre dans cet environnement que je considère ordinaire, banal, voilà. On est en France, donc on n'est pas chez nous, on doit subir ces stéréotypes, et tu vis avec. Donc si on accepte, ou alors, je ne l'accepte pas. Si on passe outre le stéréotype, c'est quelque part l'accepter, quoi. C'est ce que vous n'avez pas voulu faire, si justement. On passe l'éponge, je me dis, ah là, c'est pas grave, on n'y peut rien, voilà. Il faut assumer les conséquences. Moi, je n'ai pas voulu assumer ces conséquences. Je suis allé directement voir la directrice et en rapportant très calmement, mais en bouillonnant intérieurement. Donc, la situation... Enfin, j'ai tout de suite vu que l'autorité, la directrice de l'établissement était avec moi et qu'évidemment, elle allait mettre tout en œuvre pour que ça ne se reproduise plus. Mais il faut en faire la demande. D'accord, donc en fait, vous incitez effectivement les parents dont les enfants, plutôt que de les consoler en disant « mais c'est pas grave, c'est comme ça, à cet âge-là », Pour moi, j'aurais pas pu me regarder dans une glace. Oui, vous n'auriez pas accepté de... plus jamais. Parce que pour vous, c'était du racisme, alors que pour d'autres parents, pour eux, ils se disent peut-être « oh, moi j'ai subi pire quand j'étais jeune, c'est pas si grave ». Enfin, attention, je cautionne pas, mais je cherche des explications à l'absence de réaction de certains parents. Moi petit, je ne l'ai pas subi, je reproduis rien. Simplement, je vois mon enfant perturbé et ça suffit. Alors, je ne sais pas si c'est du racisme, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je veux que mon enfant soit gai, soit heureux. Alors, la résultante de ça, malgré mes efforts, c'est que lorsque à 6-7 ans, je lui pose la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que tu as une idée ?» Il me dit « Papa, comment je peux réussir dans la vie? Tu as vu ma tête ?» Et il se met à pleurer. Oui, donc ça prouve qu'il y a des choses qui l'ont marqué, oui, effectivement. Mais parce qu'il n'y avait pas que ce cas en moyenne section. Oui, c'était la goutte d'eau. Il y a eu d'innombrables cas qui ne m'a pas reporté parce qu'il ne savait pas parler ou parce qu'il a refoulé en lui, il a encaissé. Mais quand je prends la température, je le vois son comportement, il est complètement, quelque part, inhibé, réduit et complètement, je dirais, mutilé presque. Oui, meurtri en tous les cas. Alors, on reviendra à cette forme de racisme ordinaire liée effectivement aux clichés sur les Chinois ou les Asiatiques en général, parce que c'est vrai qu'en plus, les racistes sont des gens un peu, par définition, xénophobes, et donc font pas trop la différence, je pense, entre un Chinois, un Vietnamien, un Japonais ou un Coréen ou autre. C'est des Asiatiques, c'est des jaunes, voilà. Donc on y reviendra parce qu'effectivement, il y a eu des... Je voudrais oui, quand même donner une touche d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, mon fils a un peu évolué. Il est aujourd'hui le premier de sa classe en français dans une école de très bon niveau. Donc je veux dire, on peut guérir. Je veux dire, il a été meurtri, mais on peut je dirais, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, et ça peut devenir une force. Aujourd'hui, il est, je pense, extrêmement préparé. Donc, il a quel âge aujourd'hui? Parce que c'était arrivé quand il avait 13 ans. Maintenant, il a 13 ans. Aujourd'hui, c'est un tueur en français. Il a un caractère en titane, et on parle ouvertement de sujets d'adultes.
Un petit homme déjà, on va dire. Je suis extrêmement satisfait de son évolution. Très bien. Alors, donc on reviendra justement à ce type de racisme, hein, autour des clichés, etc., avec une histoire avec un fait qui s'est produit récemment et que vous avez dénoncé sur les réseaux sociaux. Mais là, je vais revenir en 2004. Il y a eu un épisode de l'émission Envoyé spécial qui dévoilait les appartements raviolis, hein, dans lesquels des travailleurs, selon eux, clandestins, préparaient des dim sum avec un manque total d'hygiène pour les revendre à des traiteurs ou à des restaurateurs. Alors on ne dit pas que ça n'existe pas, hein. A priori les enquêtes de police ça existe, etc. Mais est-ce que vous pensez, alors vous êtes fils de restaurateur, est-ce que vous pensez qu'à l'époque ça a pu donner une image très négative de l'ensemble de la restauration chinoise? Est-ce que dans l'esprit... C'est peu dire. Suite à ce reportage, on estime que 40% des restaurants et traiteurs chinois ont dû fermer à cause du fait que la clientèle avait fui ce genre de reportage. Je pense que n'aurait pas pu être possible si les restaurateurs asiatiques avaient pu ou avaient su se défendre. Donc là, ça a mis ça a été une prise de conscience chez les restaurateurs visés, concernés, qu'ils n'étaient pas outillés pour répondre à un média ou un traitement en leur défaveur ou injuste. Et on le verra par la suite. C'est un travail qui est de longue haleine. De longue haleine, oui. Il n'y a pas de lobby asiatique pour défendre les restaurateurs. Il y a eu des tentatives et c'est extrêmement... Oui, puisqu'il y a beaucoup d'associations dans la communauté chinoise, et notamment des associations corporatistes ou professionnelles. Il y a une association des restaurateurs ou des commerces d'alimentation chinois. Est-ce que cette association n'existait pas à l'époque, ou est-ce qu'à l'époque elle a pensé que ça n'était pas forcément son rôle à elle de monter au créneau? Elle n'existait pas à l'époque. Elle n'existait pas encore. Je crois qu'elle a été créée dans les années 2008-2009. Donc en 2004, on a eu les appartements Ravioli, dont l'impact a été incroyable, c'est-à-dire, on va dire, c'est ce qui a causé la transformation des restaurants asiatiques en restaurants japonais. Oui, vous devancez une de mes questions, parce que c'est vrai que le reportage était à charge. Donc déjà, première chose, est-ce qu'un reportage à charge comme ça, pour vous, est-ce que c'est une forme de racisme, déjà? Pas aller aussi loin, je veux dire, c'est un reportage sensationnaliste à charge, qui n'est pas faux, qui s'appuie sur des éléments véridiques. Mais qui tend à généraliser un petit peu. Que je n'ai jamais vu à l'égard d'une autre communauté. J'ai jamais vu un reportage qui va aussi loin dans il y avait eu des petites polémiques sur les kebabs quand négative. Même. Qui généralisait aussi le fait que dans les kebabs, soi-disant halal, on trouvait du porc, que l'hygiène n'était pas bonne, etc. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas jeté l'opprobre sur l'ensemble de alors qu'il y a de très très bons restaurateurs ouais. asiatiques, ils ont pris un fait véridique et c'est toujours orienté de sorte de dénigrer la restauration asiatique. Et je me demande même s'il n'y avait pas une espèce de commande sur ce genre de reportage pour des intérêts commerciaux. D'ailleurs, il n'y avait pas eu de plainte à la suite il y a eu une lettre envoyée une pétition, envoyée à la chaîne, qui a été balayée d'un revers de main, dire que non, il n'y a rien d'illégal à faire ce genre de reportage. Et donc, on s'est retrouvés, les restaurateurs concernés ont dû agir concrètement et transformer, se recycler, transformer parfois, fermer leur boutique ou se transformer en restaurant japonais. Et en 2009, Envoyé spécial refait un reportage sur les appartements sushi. Voilà, et rebelote, perte de chiffre d'affaires, etc. Oui, donc... Alors que les bactéries, on en trouve partout. Pourquoi faire
un ciblage, une accusation comme ça en public. Mais d'ailleurs, depuis le 1er mars 2017, les résultats des contrôles d'hygiène de tous les restaurants ou commerces alimentaires de France sont rendus publics via le site ou l'application qui s'appelle Alim Confiance. Et quand on regarde ces résultats dans le détail, ce que je suis allé faire, on s'aperçoit que la grande majorité des restaurants ou traiteurs asiatiques de France sont très bien notés en termes d'hygiène. C'est-à-dire qu'ils ont c'est-à-dire que ces reportages, la presque meilleure note ou la meilleure note sur un cas particulier, quelques cas particuliers, sans tenir compte des chiffres officiels qui couvrent bien mieux la réalité. Donc oui, il y a une forme de racisme dans ce... Voilà, et d'autant plus que les restaurants qui sont pas les restaurants les plus irréprochables en termes d'hygiène ne sont pas forcément les commerces de bouche ou les restaurants français ou européens, avec des guillemets. Je suis d'autant plus à l'aise pour le dire que bon, je ne suis pas de la communauté asiatique. Voilà, il y a des mauvais élèves partout, mais effectivement, les contrôles d'hygiène, qui sont d'ailleurs très nombreux sur les... Alors là aussi, est-ce qu'il faut voir un certain racisme administratif, qui sont beaucoup plus nombreux sur les restaurants étrangers que sur les restaurants français, montrent que les restaurants, effectivement, étrangers même au sens général, sont plutôt bons élèves, alors qu'effectivement des restaurants plutôt européens, parfois ont des notes un peu inquiétantes. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'État, c'est Alim Confiance, donc les téléspectateurs peuvent télécharger sur leur smartphone Alim_Confiance, ou aller sur le site Alim Confiance, et là tous les résultats des contrôles d'hygiène sont publiés. Donc moi j'ai fait l'avenue d'Ivry, l'avenue de Choisy, je suis allé un petit peu vers Arts et Métiers aussi dans votre quartier, puisque je crois que vous êtes de ce quartier-là, et c'est vrai que les contrôles d'hygiène sont plutôt satisfaisants, voire très satisfaisants. Voilà, oui, donc, le contrôle, c'est pas forcément quelque chose de désagréable. Les contrôles sont faits aussi pour accompagner. Ça peut être éducatif aussi, bien sûr. Oui. Donc à force de se faire contrôler, ils sont devenus très bons élèves aussi. Moi, je ne jette pas l'opprobre sur les services de contrôle. Alors, on parlait de tous ces nombreux restaurants ou traiteurs chinois qui, justement, suite aux polémiques, à la mauvaise image de ces reportages un petit peu orientés, s'étaient mis à faire de la cuisine japonaise, souvent. Mais alors maintenant, aujourd'hui, il y a une nouvelle vague, un petit peu, ce sont beaucoup de jeunes Français d'origine chinoise qui se lancent de nouveau dans la restauration. Donc, il y a une espèce de revival, un petit peu, avec des concepts qui sont souvent axés sur des cuisines assez pointues, d'une région en particulier, vraiment régionale, même parfois d'une ville ou même parfois monoproduit. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à redorer le blason et l'image de la restauration chinoise? Oui, bien sûr. Tant que c'est fait avec passion, en apportant quelque chose, en contribuant à la richesse de la culture gastronomique chinoise en France. C'est une manière de combattre le racisme. Oui, ça ne doit pas être le but premier d'un restaurateur quand il ouvre heureusement non. Heureusement non. Non. Mais évidemment que ça contribue à améliorer la connaissance, en tout cas, de la richesse de la culture gastronomique chinoise et asiatique en général, bien sûr. Et alors, cela dit, il y a une nouvelle adresse qui s'appelle Petit Bao, qui est spécialisée dans les Xiaolongbao, qui affiche en grand sur sa devanture et sur son site internet « No dogs, no cats, no rats, just Shanghainese cuisine », c'est-à-dire en français « pas de chien, pas de chat, pas de rat, juste de la cuisine shanghaïenne ». Est-ce que vous pensez que cette forme de marketing un peu humoristique et un peu rentre-dedans, ça peut contribuer à remettre les pendules à l'heure, justement, et à inciter les gens à être un peu plus ouverts et un petit peu moins, peut-être pas xénophobe, oui, mais c'est une note d'humour un peu rentre-dedans quand même. Oui, c'est une note d'humour, je pense, qui est le signe que l'environnement dans lequel il s'installe il circule des clichés, donc il joue sur ça. Ensuite, bon, il ne faut pas trop insister, quoi. Il essaie de se démarquer parce que souvent, les restaurants asiatiques ne sont pas très connus pour investir beaucoup dans le marketing, pour aller chercher les clients ou se distinguer. Ils sont plus dans la tradition. Donc, c'est tout à fait positif. Je ne vois pas de mal. Après, si il y a eu par exemple, un label qui s'est créé, qui avait lancé une association de cafés, hôtels, restaurants asiatiques pour garantir une forme
de sécurité de savoir-faire, de d'hygiène, tradition, etc. etc. Et bien, ça a été très mal pris et perçu par les restaurateurs qui n'avaient pas ce label, puisque ça voulait dire que ceux qui n'avaient pas ce label n'étaient pas propres. Voilà. Donc c'est un peu délicat. Voilà, au moins avec Alim Confiance, on sait que... Un restaurant qui est ouvert, il subit les contrôles des services vétérinaires, il est censé être... et d'ailleurs, les restaurants, une fois qu'ils sont contrôlés, ils reçoivent un autocollant montrant le résultat. Et il y a de plus en plus de restaurants chinois et même plus généralement asiatiques qui l'affichent sur la porte. Bien sûr. Oui, c'est mieux pour certains, a priori. On dirait que d'afficher le Michelin ou le petit futé. Deux reportages en 2004, en 2009 sont très comment dire, laissent une trace dans l'image qu'ont les consommateurs des restaurants. Donc on le voit avec ces innombrables exemples que les restaurateurs asiatiques sont aussi conscients de ce stéréotype-là et donc font tout pour lutter contre. Vous pensez que ce type de reportage peut expliquer partiellement le fait que les restaurants étrangers, en général, là je ne parle même pas que des restaurants asiatiques, mais les restaurants étrangers sont beaucoup plus contrôlés que les restaurants français ou européens? Est-ce que les inspecteurs des services d'hygiène peuvent être, sans le savoir, inconsciemment influencés par... Ça, je peux pas le dire, je ne peux pas l'affirmer. Simplement, de manière générale, comme un verbalisateur, un contrôleur, il aura tendance à aller vers le moindre risque, c'est-à-dire où il se sent mieux. Donc, comme un agresseur, il va aller attaquer la victime la plus faible, là où il peut avoir gain de cause plus facilement. Donc, comme les restaurateurs asiatiques ne sont pas encore bien structurés, oui, c'est possible qu'il y ait plus de contrôle à l'égard des restaurants étrangers. Mais là aussi, c'est un petit peu statistique. Hein. C'est quand on voit quand on voit les contrôles qui sont effectués sur Alim Confiance, ça veut dire que c'est vrai. Sur des statistiques que j'ai fait moi à mon niveau, surtout en région parisienne. Mais je dois avouer qu'effectivement, Et de l'autre côté, il y a la promotion du Made in France, très forte. Donc c'est deux forces qui vont faire qu'on va contrôler plus les étrangers, qu'il y aura plus de suspicions sur les étrangers, qu'il y aura... je rappelle quand même que vous êtes dans l'association des Français d'origine chinoise. Donc, oui, mais c'est l'image chinoise qui prime. Qui prime, oui, d'accord. Donc double culture, on n'y est pas encore complètement. La double culture, je veux dire assumée et respectée. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et est-ce que ça peut passer justement par le partage et par l'éducation? Alors, notamment quand vous étiez président de l'AJCF, donc l'Association des jeunes chinois de France, vous avez été à l'origine d'un événement qui existe toujours d'ailleurs, qui est un événement annuel, qui est la Chinese Food Week, et qui là effectivement draine dans des restaurants chinois, justement souvent d'ailleurs très spécialisés dans une région ou dans un produit en particulier, beaucoup de Parisiens, là en tous les cas français ou d'origine européenne. Est-ce que c'est justement une façon peut-être d'apprendre à ces deux peuples à mieux se connaître, à mieux s'apprécier et de faire tomber tout un tas de clichés, d'idées reçues Bien sûr, puisque le contraire du racisme, c'est la culture. Oui. Puisque le racisme est une forme d'inculture. Se nourrit d'ignorance, d'inculture. Et donc, le moyen le plus simple de partager sa culture quand on ne parle pas la même langue, c'est autour d'un repas, en partageant ses spécialités, ses produits. On passe un beau moment, on boit du vin français, on mange des xiaolongbao. Ça peut être un moyen. Et donc la Chinese Food Week, qui a été initiée après mon mandat, je tiens à le préciser. D'accord, oui, ok. C'est tout à votre honneur de préciser.
est tout à fait un outil à la fois voilà, de partage de culture, de festoiement et puis aussi de lutte contre l'ignorance. D'accord. Alors, d'ailleurs, il y a d'autres initiatives, mais là qui ne sont pas des initiatives asiatiques ou chinoises, je dirais. Mais par exemple, il y a le Food Market qui a lieu dans un quartier où il y a beaucoup de gens d'origine chinoise. Le Food Market, donc, qui est entre les métros Couronne et Ménilmontant. Je crois que c'est un jeudi par mois, je ne saurais pas si c'est le premier et le deuxième, enfin bon, je préfère pas dire de bêtises, un jeudi par mois, et qui chaque année fait une Chinese Food Week spéciale Nouvel An chinois, et où on découvre effectivement de très belles adresses, et là il y a beaucoup de jeunes européens, c'est assez jeune, donc il y a beaucoup de jeunes européens qui font la queue pendant 20-25 minutes pour goûter justement des xiaolongbao, ou goûter des momos, ou goûter il y avait Petit Bao aussi dont on parlait tout à l'heure, qui était là, ou des dim sum, enfin voilà, est-ce que l'avenir c'est les jeunes pour combattre le racisme? L'avenir c'est toujours les jeunes. Et puis donc ce genre d'initiative c'est formidable pour lutter contre les clichés, la suspicion, les idées reçues, mais il y a d'autres outils pour lutter contre les discriminations. Il n'y a pas que la food. On a besoin aussi de se structurer, il faut qu'un lobby se structure, au moins une agence, un bureau, une association qui puisse agir sur le plan juridique, sur le plan médiatique, sur le plan politique, et donc on est encore en plein... Alors il y a des choses comme la LICRA ou SOS Racisme. Est-ce que vous voulez dire que le racisme envers les communautés chinoises, c'est peut-être considéré comme un problème secondaire pour ces associations qui sont déjà existantes? Oui, plus que secondaire, parce que je ne suis même pas sûr qu'ils aient intégré ça dans leur cahier des charges. J'ai encore jamais vu de procès condamnant des personnes ou des personnes morales pour du racisme anti-asiatique, à part... Alors, à part Le Point, en 2013, oui, vous avez initié en 2013 un procès contre Le Point, avec l'aide, là, effectivement, une fois n'est pas coutume, de SOS Racisme, puisque Le Point publiait un article pour lequel il titrait « L'intrigante réussite des Chinois en France », avec comme sous-titre, bon, déjà là, c'est quand même assez orienté, le titre, avec comme sous-titre, encore plus orienté, « Les secrets de la florissante et discrète communauté Wenzhou », dont vous faites partie, vos parents sont Wenzhou. Vous étiez à l'époque donc le président de la JCF, l'association des jeunes chinois de France, et donc avec SOS Racisme, vous avez attaqué et fait condamner d'ailleurs Le Point, hormis le titre plutôt à charge, et le sous-titre aussi d'ailleurs. Quels sont les éléments de cet article qui vous avez conduit à entamer ce bras de fer, vous petit pousset, contre un si gros média? Qu'est-ce qui vous a fait hérisser le poil pour que... Ouais, alors, travail banal d'un militant associatif, on lit les mails. Donc c'est pas la première fois que passe sous mes yeux un article qui irrite les gens. Il dit oui, ça c'est raciste, ça c'est raciste, ça c'est raciste. Donc, tous les articles je les lis, je dis bon non, ça c'est très raciste. Enfin c'est à charge, mais juridiquement ça n'est pas, on peut pas agir. On peut faire de la médiation, mais on ne peut pas agir. Mais sur cet article-là, l'intrigante réussite des Chinois en France, ça m'a clairement hérissé les poils, et je me suis dit, et en plus, il y a dans ces clichés une accusation claire, même si et une généralisation aussi, de clichés positifs, de clichés réducteurs, et à la fin, un cliché magistral, ils ne payent pas leurs impôts. Oui, c'est ça. C'est pas un cliché, ça. Ça, c'est une accusation. C'est une accusation, grave. Qui est faite de façon généraliste. Voilà. Donc là, je me suis dit, si sur ça, on ne peut pas tenter un procès et le gagner, je veux dire que c'est mouru, comme dirait l'autre. Je veux dire, ça, je ne peux pas le laisser passer. Et j'étais sûr à 100% que ça, on allait avoir gain de cause. Ensuite, ça a été plus difficile de se faire représenter juridiquement, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore la qualité juridique pour
intenté en procès. Donc moi j'ai galéré pour être entendu par la DICRA, SOS Racisme ou le CRAN était partant, mais j'ai voulu que ce soit une association moins communautaire ou dite communautaire. J'aurais préféré que ce soit la DICRA ou la LICRA ou SOS Racisme. Donc, personne n'a répondu. C'est pour ça que je dis que. Mais quand on dit la LICRA et personne n'a répondu et autres, à mon mail. ils ont leurs œuvres entre guillemets déjà. Voilà. Oui. Donc c'est pas dans leur cahier des charges. Et avant cette histoire du procès gagné, je peux dire que le racisme anti-asiatique, ça n'existe pas et que même quand on leur apportait un cas, ça n'était pas traité. Alors, est-ce que justement, d'ailleurs, il y a eu d'autres exemples depuis, ou est-ce que cette condamnation a amené les médias à verser un peu moins dans le sensationnel envers les communautés chinoises et asiatiques? Alors j'ai senti une accalmie pendant quelques mois. Je pense que ça a dû créer une jurisprudence chez tous les journalistes qui étaient persuadés qu'ils pouvaient s'essuyer les pieds sur les Asiatiques. Ce fameux racisme ordinaire dont vous parliez. Ouais. Je pense que ça a fait bouger un peu la ligne de ce que pouvaient se permettre les médias. Alors, de mémoire, dans cet article, effectivement, on dépeignait le commerçant chinois et plus particulièrement Wen Zhu comme un commerçant qui, certes, travaillait beaucoup, mais faisait travailler des clandestins, encaissait tout en espèces, ne payait pas donc ça, une partie de sa TVA, ne payait pas ses cotisations, et que donc ce commerçant, il avait tout le temps plein de liquide sur lui. Il roulait en limousine, donc voilà, il y a un côté humoristique. Voilà. Et est-ce que justement, il y a eu beaucoup d'agressions contre des commerçants chinois? Est-ce que vous pensez que cette image véhiculée par les médias, comme quoi le commerçant chinois, il a tout le temps des liasses de billets dans les poches, est-ce que ça a pu déclencher ces agressions, certaines ayant été très graves, très violentes, et même, on se rappelle de l'agression en 2016 de Zhang Shaolin, qui a succombé au coup qu'il a reçu et dont les agresseurs ont reconnu l'avoir visé pour ses origines chinoises. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des médias aussi dans ces agressions? Bien sûr, c'est ce que tous les militants concernés ont martelé encore. Les médias ont une responsabilité sur l'image, les clichés véhiculés sur les Asiatiques, et pour certains, ils contribuent à l'aggravation des agressions qui vont malheureusement cibler des Asiatiques, parce que les médias et certains faits, pour eux qui sont véridiques, on crée cette image de l'Asiatique comme la cible parfaite pour une agression. Donc il ne sait pas se défendre juridiquement, il ne porte pas plainte, donc là c'est gratuit pour les agresseurs. Il a l'usage du liquide, donc là aussi c'est du pain béni. Et donc, cette image suffit si elle est véhiculée par les médias et qu'elle est vérifiée certaines fois, pas pour Zhang Shaolin malheureusement qui avait quelque chose comme 7 euros, 5 euros oui, sur c'est ça, lui. Oui, il a été tué pour moins de 10 euros. Victime d'un cliché. Oui, victime d'un cliché et hélas véhiculé par des grands médias traditionnels. Ces clichés sont nourris par des grands médias et on attend, d'ailleurs je vous remercie de travailler et d'œuvrer à ce que les personnes concernées, les Asiatiques, puissent s'exprimer et puis contrepeser l'expression de ces grands médias qui survolent un peu les faits et qui ne se rendent pas compte des conséquences de leurs articles. Alors, de toute façon, à Mandarin TV, effectivement, on considère que c'est notre rôle de donner la parole aux Chinois de France, aux Français d'origine chinoise, et plus largement d'ailleurs aux communautés asiatiques. Mais c'est vrai que quand on offre cette tribune souvent à des jeunes d'origine chinoise, on a l'impression qu'il y a aussi dans la culture bien ancrée la parole des parents ou des grands-parents qui disaient « il ne faut pas te faire remarquer, il ne faut pas faire de vagues ». Et du coup, est-ce que
cette culture de vouloir être bien intégré, de vouloir se fondre un peu dans la masse. Désintégré. Oui, c'est ça, ou désintégré, oui, peut-être. Est-ce que du coup, ça ne, comment dire, ça n'a pas incité certains Français d'origine chinoise à ne pas vouloir se rebeller quand il était victime d'injustice? Si je me rebelle, je vais passer pour un trublion, donc je préfère me taire. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène comme ça? Parce qu'on connaît la communauté, les communautés chinoises, parce qu'il y a des Chinois de très nombreuses régions en France, sont connus pour être plutôt bien intégrés dans l'ensemble. Alors c'est ce que vous avez ressenti en parlant avec des jeunes Français d'origine chinoise. Oui, certainement, il doit y avoir un héritage culturel, une pression familiale dont on parle souvent, qui est encore prégnante dans le comportement des jeunes Français d'origine chinoise. C'est pour ça que tout à l'heure je disais la double culture, on n'y est pas encore oui. Dans cette conciliation harmonieuse entre deux cultures, chinoise et française. L'une individualiste, l'autre plus collectiviste. Il y a une alchimie qui est en train de se produire, qui n'est pas encore tout à fait stabilisée. Hein, et comme on disait tout à l'heure, évidemment, l'avenir, c'est les jeunes. Et si les jeunes s'inhibent et se censurent, bah, l'avenir il sera encore devant nous. Hein. On va encore l'attendre un peu, l'avenir. Moi, je ne peux pas généraliser. Je pense que il y aura forcément des évolutions. Les jeunes Français d'origine chinoise, faut leur laisser le temps de s'installer dans la société française, de trouver leur place, de se stabiliser pour ensuite rendre un peu et contribuer en apportant quelque chose à la société française, c'est-à-dire plus de paix, plus de richesse culturelle, d'ouverture sur le monde. Oui, et partie prenante de la société, parce que c'est vrai aussi que chez les jeunes Français d'origine chinoise, on a l'impression que l'engagement civique, c'est-à-dire que je parle de jeunes d'origine chinoise, de jeunes Français d'origine chinoise, il y en a pas tant que ça d'inscrits sur les listes électorales. Non, c'est vrai. Et du coup, est-ce que c'est en train de changer? Est-ce que les associations, d'ailleurs, dont la vôtre ou d'autres associations, jouent un rôle là-dedans? Est-ce qu'elles devraient peut-être pas en faire encore plus? Elle fait beaucoup. Alors, dans le tissu associatif très dense de la communauté asiatique, tout le monde est d'accord sur le fait que les jeunes doivent s'impliquer un peu plus dans le milieu politique et associatif. Simplement, il y a très peu de candidats, de jeunes qui ont le loisir, à la fois et la volonté, à la fois et le talent, à la fois et la culture politique pour vraiment oser se lancer, sans parler de la pression familiale, de la volonté de discrétion, tout ça. Donc il y a beaucoup de conditions à réunir pour un jeune ou une jeune avant de pouvoir s'engager. Donc il y a eu la JCF, il y a des associations, il y a des personnalités militantes qui émergent. Donc oui, il y a du changement, il y a une génération qui arrive vraiment à maturité pour passer à l'action. Et il y a un projet, en tout cas le tissu associatif ouvre leurs portes en grand pour les jeunes. D'ailleurs, après la grande manifestation pour Zhang Shaolin, il y a une coopération à laquelle vous aviez participé oui. avec. Depuis cette même manifestation, co-organisé, je crois. Hein. Oui. Donc, depuis cette manifestation, il y a eu une coopération inédite intergénérationnelle entre on va dire les parents dans les associations et les enfants actifs et indépendants pour organiser cette manifestation qui a été de la parole de tous une réussite inespérée dans l'organisation, dans la maîtrise. Et il y avait énormément de gens qui étaient venus défiler à vos côtés, et pas évidemment pas que des Asiatiques, hein, au sens large, alors, pas que des Chinois. Assez, mais oui. c'est un détail qu'on pourrait développer, mais ça s'ouvre beaucoup
par rapport aux précédentes manifestations, c'était complètement différent. D'ailleurs, ça a attiré la convoitise de beaucoup de partis politiques qui ont vu dans les manifestants... La fameuse récupération, oui. Des électeurs, une manne d'électeurs, oui. Et est-ce que c'est le signe que, justement, le racisme anti-chinois et par extension anti-asiatique commence à être pris au sérieux, entre guillemets, autant que les autres formes de racisme? Oui, je le pense. Ouais, ça commence à vraiment être... Donc tout n'est pas gris, il y a une évolution positive. Non, on est dans une évolution très très positive. Après, on est toujours un peu pressé que ça aboutisse à des avancées concrètes, mais en tout cas, ça avance. D'accord. Alors en revanche, une chose qui n'avance pas, c'est dans le milieu de l'humour. Hein. Alors il y a d'ailleurs des humoristes, il y a Dan Dan, il y a le chinois marrant aussi, Mounaimin, etc. Bon, qui se moquent de leur communauté, mais aussi des autres communautés, etc. Mais bon, c'est fait dans un esprit effectivement bon enfant. Alors après, bon, où commence le racisme? Ça, c'est peut-être pas à moi de répondre. Ça, c'était la question, c'était beaucoup posé avec des humoristes comme Bedos, des proches, voilà. Bon. Mais récemment, je crois que c'était en 2017, il y a eu un sketch de Gad Elmaleh et de Kev Adams qui sont les premiers à monter au créneau quand il y a des actes racistes. Ils ont fait un sketch sur les Chinois qui n'a pas été très bien perçu. Alors, à tort ou à raison, ça, c'est pas à moi de répondre, mais c'est vrai que ça avait quand même fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que ce sketch, il vous avait pas fait penser un petit peu à un humour d'un autre âge comme celui de Michel Leb il y a 30 ou 40 ans? Si, c'est toujours la référence qu'on rappelle pour... oui, on n'a rien contre Michel Leb, mais enfin bon, c'est vrai que c'est lui un petit peu qui était, Michel Leb, qui était le fer de lance qui singeait voilà. des étrangers, qui faisait rire tout le monde et qui était tout à fait mainstream, contre qui personne n'a porté plainte, et qui aujourd'hui... qu'on sent qu'aujourd'hui, si quelqu'un faisait usait des mêmes ressorts que Michel Leb à l'époque, je sais pas, dans les années 80, il serait conspué. Eh bien, c'est le cas pour Gad Elmaleh et Kev Adams dans leur sketch des Chinois. Alors avec une petite astuce de script pour se dédouaner. Alors, il balance les pires clichés, les plus lourds sur les Asiatiques. Oui, ils disent justement que c'est pour les dénoncer. Mais ça, ils le disent après coup. Voilà. Oui, mais c'est pour dénoncer. D'accord, mais ça, ils le disent après la polémique. Voilà. Je peux pas te mettre... Je te mets une claque, je dis « Ah, c'est pas bien de mettre des claques. Mais en fait, on pourrait le prendre à l'inverse. En fait, tu veux me mettre une claque et tu trouves une pirouette pour pouvoir me la mettre. Est-ce que vous pensez que l'humour... pour des raisons effectivement de risque de racisme ou parce que ça risque de froisser des gens, est-ce que l'humour a ses limites? Le rire, il y a le rire moqueur. Oui, on peut rire tout court, on peut rire au dépens de quelqu'un. Ça n'est pas drôle. Voilà, le sketch de Gad Elmaleh et Kev Adams, c'est se foutait de la gueule des Asiatiques. Voilà, clairement. Eh bien, ce rire-là, je suis désolé, c'est même pas un rire. C'est une insulte. Alors, suite à la polémique autour de ce sketch, Gad Elmaleh et Kev Adams ils se sont défendus, comme vous le disiez, en expliquant que le but du jeu, c'était justement de caricaturer les clichés pour les combattre. Bon, je voulais vous demander si la justification vous semblait sincère, mais de toute façon, vous avez déjà répondu implicitement. En revanche, on parlait également de Michel Leb. On parlait d'un humour d'un autre âge, mais en novembre 2017, dans une émission de Thierry Ardisson, Michel Leb y persistait en expliquant que ses sketchs avec l'accent africain ou avec l'accent chinois n'avaient jamais été racistes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de recul, peut-être même voire d'honnêteté, pour réitérer ces propos-là, mais en 2017 ? Oui, je pense qu'il a une autre... la définition du racisme a beaucoup évolué. Plus on avance dans le temps, plus les gens sont hypersensibles aux clichés. Et quelque chose qui
il y a 20 ans pouvait passer, aujourd'hui ne passe plus. Il n'y a plus rien qui passe. D'ailleurs, beaucoup de chantres de la liberté d'expression s'affolent, disent on ne peut plus rien dire, attention, il faut être aveugle aux couleurs, il faut être aveugle aux cultures, c'est la pensée unique. Eh bien, oui, dans sa définition de 1980, oui, il peut se dire que c'était pas raciste, parce que faut remettre ça dans le contexte. Mais le répéter aujourd'hui, c'est un peu inconscient. Alors le répéter aujourd'hui, voilà, ça dénote que le type n'a pas trop évolué. Mais c'est pas grave. Parce que l'intention, c'est important. S'il n'a pas eu l'intention, c'est moins grave que s'il a l'intention de se moquer. Donc, Michel Leb, voilà, il a fait une sortie qui le renvoie 30 ans en arrière. C'est au revoir monsieur, quoi. Vous êtes resté au XXe siècle. Alors, sans minimiser la gravité du racisme d'antan, est-ce que le racisme ne fait pas un peu plus peur aujourd'hui, justement, parce qu'il s'est armé, entre guillemets, et qu'il est de plus en plus violent, voire même ultra-violent? L'antiracisme ou le racisme? Non, le racisme. Le racisme, c'est armé. Oui, c'est-à-dire que les agressions, peut-être d'il y a 30-40 ans, c'était des noms d'oiseaux, des insultes, alors qu'aujourd'hui, on voit que ce sont des actes racistes sont souvent accolés à des actes physiquement violents. Non, je pense que le racisme a toujours été violent. Mais on ne le disait pas, c'était tu, c'était... À l'égard des Asiatiques, vous parlez? Oui, il y a 40 ans, lorsque mes parents étaient en France, ils n'ont pas vraiment, m'ont pas relaté de faits racistes, à part voilà, quelques altercations, mais il y avait plutôt une bienveillance vis-à-vis des Asiatiques en France. Ils sentent que le vent a tourné aujourd'hui? Ils sont inquiets aujourd'hui? Eux, mes parents, non, parce qu'ils sont un peu... ils ont peu de contacts, ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas le plafond de verre, leur vie, ils sont à la retraite, donc... oui, leur vie est faite, on va dire. Ils ont réussi leur vie sans faire de vagues et donc tout s'est bien passé. Mais par exemple, moi, jeune, je n'ai pas subi, je n'ai pas ressenti le racisme. Le racisme est apparu crescendo en même temps que le développement économique de la Chine continentale, hein, à 11 000 km. Et des Chinois de la diaspora. Et donc, indirectement, des Chinois de la diaspora à Paris. Donc le premier fait inquiétant de racisme anti-asiatique, il y en a deux. C'est en 2008 le boycott des Jeux Olympiques de Pékin. En dénigrant la Chine, en l'accusant comment dire, sur l'affaire du Tibet, où manger du chien, etc. Donc tout le parti animaliste, tous les pro-tibétains y sont allés, allant jusqu'à créer des incidents diplomatiques entre les deux pays. Donc ça va, le racisme, c'est un sujet extrêmement profond. C'est pas que des insultes ou des clichés. Ça, je dirais que c'est... oui, alors ça peut même aller très loin, justement. C'est une parfaite transition, parce que tout à l'heure, vous parliez du racisme qu'avait pu subir votre fils quand il avait 5 ans à l'école, mais parfois, ça vient même des enseignants, puisque l'année dernière, vous avez publié sur vos réseaux sociaux la copie d'une comptine, hein, une jolie comptine, avec des gros guillemets, qui s'appelle « Chang le petit chinois » et qui était appris aux enfants dans une école de la Seine-Saint-Denis. Alors, bon, on ne va pas revenir sur le texte dans le détail de cette comptine, mais bon, c'était quand même très caricatural, hein, c'était Chang le petit chinois qui mange des litchis, qui mange du riz, qui a les yeux bridés, avec des ping-pong dans ses tongs, avec les orang-outang, hein, parce qu'il faut des rimes en hang et en hong. Quel a été votre sentiment, même si j'imagine un petit peu, quand vous avez appris cela, et comment vous l'avez appris d'ailleurs? Est-ce que c'est des parents d'élèves qui vous ont fait remonter l'information? Comment ça s'est passé? Par les réseaux sociaux.
dans un groupe que j'avais créé pour la mobilisation, pour la manifestation de Zhang Shaolin. Donc pour nous, l'existence du racisme et de la discrimination à l'égard des Asiatiques était claire. Donc on s'est dit, on a besoin d'un groupe pour échanger. Et est apparue un jour la photo de cette comptine prise dans un cahier d'un enfant. Donc j'ai vérifié la source. Alors les parents ne voulaient pas parler de peur de subir des représailles. Ah oui, à ce point-là, oui. J'ai dit, ah, bah, si on ne peut pas agir en local, faire une médiation, expliquer, bon, bah, je vais au moins essayer de contourner l'écran des parents en la postant et partageant sur les réseaux sociaux. Et ça fait un tollé, les médias s'en sont emparés, BFM, etc. Oui, là vous avez une couverture médiatique du coup assez importante. Jusqu'en Chine aussi. Jusqu'en Chine, oui. Les médias chinois s'en est emparés. Est-ce que vous pensez que si on avait remplacé Chang et son bol de riz par Mamadou et ses bananes, ou Mohamed et son couscous, est-ce que là, c'est pas les associations qui seraient emparées les associations dites antiracistes qui ne seraient pas emparées du dossier bien avant vous? Alors c'est une très bonne technique que vous donnez pour déceler s'il y a ou pas racisme asiatique. Remplacer les Chinois ou Asiatiques par juifs ou arabes ou noirs, ou musulmans, et vous verrez si, d'après vous, c'est correct. Ouais. Et alors, bon, malheureusement, ça prouve qu'il y a encore quand même beaucoup de travail à faire, même au cœur de nos propres institutions, hein, puisque l'éducation nationale, quand même, ça fait partie de nos institutions. Et puis, on vous fera revenir bientôt pour en parler. Mais avant de finir, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu, justement, votre... Oui, oui, le temps passe très vite. C'est vrai que c'est un sujet passionnant, mais on aura l'occasion de refaire des émissions sur le sujet et de vous y faire participer. Alors, quelles sont vos actualités au niveau associatif et autres je ne sais pas si je peux en parler, mais c'est quand même une bombe. Je parle crûment, c'est une bombe. Allez-y. Dans mon petit monde associatif, communautaire. On veut faire continuer, développer la coopération intergénérationnelle et briser aussi le carcan communautaire. Et on est arrivé à un moment où on a une espèce d'alignement des planètes où tous les voyants sont verts, tous les dirigeants associatifs ont trouvé une espèce de consensus. On est en phase finale. On voudrait créer une fondation pour mutualiser, rassembler, mobiliser tous les soutiens humains, économiques, pour culturels, vraiment créer un outil puissant qui puisse se confronter à tous ces faits qu'on a évoqués, et de manière officielle, et de manière claire, transparente, pour que, enfin, voilà, les Asiatiques ou les Français d'origine asiatique en France sachent où se tourner lorsqu'ils sont confrontés à un problème. D'accord. Bon, dans ce cas-là, justement, ce sera une très bonne occasion et une très bonne excuse pour vous inviter à nouveau quand vous aurez monté cette structure. En tous les cas, on a été ravis de vous recevoir, Sacha Lin Jung, et on se retrouve donc très bientôt pour un nouveau numéro de Portrait chinois. Merci de nous avoir suivis.